Je connais le statut des femmes dans tous les pays du monde et dans tous leurs détails. Et je sais que dans tous les pays du monde, que ce soit jusqu'en Suède, puisqu'on prend toujours les pays nordiques comme un exemple de réussite féministe, jusque dans les pays de Suède, nous avons ce qu'on appelle des inégalités, des discriminations. Voilà. Il y en a partout, le plan économique en France, le problème des salaires, le problème de la participation. Mais la seule, et pas seulement ça, les sociétés asiatiques dont on parle peu, traditionnellement, sont des sociétés qui sont très discriminatoires à l'égard des femmes, n'est-ce pas? Qui sont très... les femmes sont des il faut savoir que au Japon, il y a des mots du vocabulaire japonais que les femmes n'ont pas le droit d'employer. Ça va jusque dans le vocabulaire. Les femmes japonaises, il y a des mots qui leur sont interdits, qui ne sont réservés qu'aux hommes. Mais la seule région du monde qui fait de la domination des femmes une fin en soi, une philosophie, un art de vivre, une conviction, une raison de se battre, ce sont les régions qui font référence à l'islam. On ne peut pas faire une interprétation féministe de l'islam, il faut sortir du système, n'est-ce pas, rendre à l'islam la place d'une religion et la rendre à la spiritualité et à la conscience des uns et des autres, et considérer que le statut des femmes est un problème social, politique, économique, et qu'il faut le traiter suivant les besoins du pays, etc. Alors, ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'il ne faut pas tenir compte de la religion. Je pense que les mouvements féministes les plus mûrs, si vous voulez, et qui ont une assise la plus large, utilisent l'islam et le problème de l'islam dans une stratégie. C'est vrai que quand nous allons sur le terrain, dans une campagne égyptienne ou dans une campagne algérienne, on ne va pas réciter la Déclaration universelle des droits de l'homme, on ne va pas réciter la Convention des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, mais on va essayer, si vous voulez, de trouver dans les pratiques de ces pays ce qui peut nous permettre comme appui pour l'égalité. Parce qu'il me semble que si on a une discussion très fine avec les femmes, il y a des moments où, même si d'une manière superficielle, parce qu'elles sont musulmanes, elles disent « Ah oui, mais l'islam, c'est l'homme qui commande, etc. » Quand on commence à gratter un petit peu, quand on commence à discuter avec elles, de leurs difficultés, des problèmes de leurs filles, de leurs désirs, de ce qu'elles attendent pour leurs filles, etc., on se rend compte qu'au fond, il n'y a pas une grande distance entre ceux et celles qu'on appelle des intellectuels dans les pays arabo-musulmans et qui s'expriment peut-être avec un langage volé à l'Occident, et les populations qui sont, elles, restées figées ou qui sont, elles, restées imbibées d'une culture traditionnelle. Ça nous permet d'avancer par étapes. Par exemple, quand on est dans une société qui est tout à fait imbibée par les préceptes coraniques les plus réactionnaires, les plus conservateurs, il faut aller par étapes, n'est-ce pas? Par exemple, quand je dis que je suis contre le voile, je ne vais pas arracher les voiles dans la rue, n'est-ce pas? Mais par contre, quand je suis devant une officine qui produit de l'idéologie pour convaincre les femmes à mettre le voile, là j'agis avec violence, n'est-ce pas? Et là j'interdis, mais je n'interdis pas aux femmes de mettre le voile. Quand je suis à l'école, oui, j'interdis l'accès à l'école, parce que je dois créer des espaces de liberté, vous voyez. C'est la morale sexuelle, c'est-à-dire la domination du masculin par le féminin, pas les hommes par les femmes, parce que là on tombe dans la socialisation, c'est encore différent. Mais c'est vraiment la domination du masculin sur le féminin, qui marque, par exemple, quand vous entendez aujourd'hui tous les jours, on vous dit
oui, mais les femmes, elles mettent le voile parce que ça leur permet de mieux sortir dans la rue. Je dis à ces gens-là, mais on dit exactement la même chose. Moi, je suis contre, pour la même raison que vous venez de dire. C'est cette violence qui pousse aujourd'hui les femmes à se violer, oui, à se violer, un joli lapsus, à se voiler. Oui, c'est cette violence qui pousse les femmes à se voiler. Nous ne sommes plus portés aujourd'hui par un mouvement d'idées qui comprendrait notre lutte. Je prends pour exemple l'attitude de certains intellectuels et féministes occidentaux, intellectuels et féministes occidentaux, et surtout des féministes occidentales, et des femmes en particulier, qui ont, sur la question du voile, eu des positions que j'ai trouvées tout à fait stupéfiantes, dans la mesure où elles ont défendu le voile comme un signe de culture, et elles l'ont défendu avec l'idée, si vous voulez, de ne pas avoir à stigmatiser la religion, à stigmatiser l'islam. Elle péchait par un relativisme culturel qui, à mon avis, était plus grave que le racisme pour lesquels elle voulait se mobiliser. Parce qu'en réalité, si vous voulez, c'était cette question, c'est-à-dire l'idée de dire qu'il ne faut pas stigmatiser les musulmans parce qu'il y a du racisme, etc. Mais elle-même ne faisait-elle pas un racisme plus subtil, mais beaucoup plus dangereux, dans la mesure où elle ne reconnaissait pas aux féministes qui luttaient contre le voile, parce que le voile, quel que soit l'angle sous lequel on veut l'aborder, quelles que soient les causes auxquelles on veut le rattacher, quelle que soit sa forme, léger ou pas léger, de couleur ou pas couleur, noir ou blanc, etc., ça reste un symbole de la domination des femmes. Parce que la culture, ériger la culture en droit de l'homme, c'est très dangereux, dans la mesure où nous ne pouvons pas avoir de normes sur la culture. Parce que la culture, si je voulais donner une définition de la culture, qu'est-ce que c'est que la culture? La culture, c'est pas ce qui me permet d'être ce que je suis. Ça, c'est les mœurs. C'est pas la culture. La culture, c'est ce qui me permet d'être ce que je ne suis pas. N'est-ce pas? C'est ce qui me permet de découvrir ce que je ne suis pas au moment où je me découvre. Comment est-ce qu'on peut imaginer que l'humanité peut avancer si la culture, ce n'est qu'être ce que je suis? C'est tout à fait ridicule. C'est tout à fait ridicule. Alors on en est arrivé à ériger au statut de culture des mœurs. Des mœurs. Ce sont des mœurs. Comme disait Montesquieu, les mœurs sont toujours contre les lois. Et il faut défendre les lois contre les mœurs. Ce sont des mœurs. Ce qu'on nous ramène aujourd'hui du voile, des femmes qui ne doivent pas sortir, ou des femmes qui doivent sortir à telle heure, ou qui doivent marcher sur tel trottoir, ou qui n'ont pas le droit d'aller là, ou qui n'ont pas le droit... Est-ce qu'on peut penser que le fait de ne pas pouvoir prier hommes et femmes ensemble, ça relève de la religion? Ça relève de mœurs, des mœurs religieuses. Mais en quoi il y a une spiritualité? Qu'est-ce qu'il y a de spirituel dans le fait de séparer les hommes et les femmes? Mais c'est cela. Et alors, ça veut dire que nous sommes en pleine défaite de la pensée. Aujourd'hui, en Occident, nous sommes en train de vivre la défaite de la pensée. Si nous avons réussi, je travaille beaucoup sur la Méditerranée, on n'a pas parlé de la Méditerranée, mais c'est intéressant parce que justement ça met dans un mouchoir de poche tout ce qu'on vient de dire. Mais s'il y a vraiment un mouvement qui a été un pont, qui est un pont entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, c'est les luttes féministes. Et les luttes féministes, je dis bien féministes, point. Pas le féminisme islamique, hein. Les luttes féministes. Et cela, si vous voulez, à nos hommes politiques qui essayent de trouver des moyens pas chers, c'est-à-dire pas chers en vie humaine, parce que c'est vraiment le souci. Le souci, c'est la guerre et c'est la sécurité. À nos hommes politiques, parce que comme il n'y a pas beaucoup de femmes, autant dire les hommes politiques, n'est-ce pas, qui cherchent les moyens de rapprocher ces deux rives de la Méditerranée, qui ne cessent de s'éloigner l'une de l'autre, je leur donne comme exemple le mouvement féministe. Le mouvement féministe, il n'y a rien de plus facile pour une féministe algérienne
que s'entendre avec une féministe marseillaise. Nous nous entendons très bien. Et nous sommes différentes, nous avons des mœurs différentes. Et nous avons des mœurs différentes. Mais nous avons des pensées. Nous avons des pensées similaires. Nous luttons pour nos objets de lutte sont des objets que l'on peut ramener à des normes que nous pouvons partager. Nous pouvons partager. Je partage très bien l'idée d'égalité avec une femme marseillaise, ou avec une femme de Madrid, ou avec une femme de Sicile. Je partage très bien. Après, on a des mœurs différentes, on a des mœurs. Mais si je parle de la liberté du corps des femmes, par exemple, la liberté du corps des femmes, qui est une pensée, et sur laquelle je peux établir des normes sur la liberté du corps des femmes, je m'entends très bien avec la Marseillaise. Très bien. Après, si je dois mettre, si j'érige en norme une manière vestimentaire de s'habiller, alors bien évidemment, on est différentes. Bien évidemment qu'on est différentes. Mais est-ce que c'est raisonnable de faire d'une mode vestimentaire une culture? Ce sont des mœurs. Et c'est encore beaucoup plus dangereux de les sacraliser. J'ai l'impression que c'est la tribu archaïque qui a avalé l'islam et que ce n'est pas l'islam qui a transformé la tribu archaïque. C'est-à-dire que la tribu archaïque, et dans beaucoup de nombreux pays arabes, sans doute qu'on est devant le même phénomène, la tribu archaïque, les tribus archaïques, la horde archaïque, au lieu d'avoir été transformée par l'islam, comme une transcendance, comme une religion monothéiste, transcendantale, qui aurait permis justement à l'individu de trouver la liberté. Parce que le propre de toute religion, c'est de construire la conscience du sujet et de l'individu, et de construire sa liberté. Or, nous sommes quand même devant un résultat qui est tout à fait catastrophique, dans la mesure où, d'un côté, nous avons la chrétienté qui a si bien éduqué à la liberté qu'aujourd'hui, les croyances sont un résidu en Occident, puisque l'homme chrétien s'est émancipé de la religion au point de la renier, n'est-ce pas? Dieu est mort, hein, c'est-à-dire, et cette capacité de dire Dieu est mort est venue de l'éducation à la liberté, de la naissance du sujet. Et cette naissance du sujet, c'est le propre de la religion chrétienne, de toutes les religions. Or, dans notre espace religieux, culturel, politique, il semblerait que c'est le contraire, que la religion n'a été utilisée que pour légitimer les règles et les lois de la tribu. En tout cas, sur les femmes, c'est clair et c'est évident. L'autre jour, j'étais à Madrid, et un jeune homme était là, et il a voulu absolument me voir, et j'ai bien fait. Alors le matin, il est venu me voir à l'hôtel, j'avais présenté mon livre, et il était charmant, et il faisait un doctorat. Il m'a dit, vous parlez comme mes parents. Mais je vais vous poser une question. Je crois que vous ne représentez rien du tout. C'est ce que je dis à mes parents. C'est un monde fini, c'est un monde ancien. Et je lui ai dit, vous êtes né à Oran, oui. Je dis, pourquoi vous vivez à Madrid? Et je lui ai dit, vous vivez à Madrid parce que vous rencontrez des gens qui parlent comme moi. Et vous vous rendez compte que tous les jeunes qui sont à Oran aujourd'hui, qui veulent partir, c'est pour rencontrer des gens qui parlent comme moi. Vous ne pensez pas que ce serait mieux que l'on parle comme je parle dans notre pays, pour que les gens restent dans notre pays? Vous ne pensez pas qu'ils ont besoin de cette liberté dont je parle? Qu'ils ont besoin d'entendre des choses comme ça? Qu'ils ont besoin de se libérer de la religion, de se libérer de l'oppression de la tradition? Est-ce que vous pensez qu'on ne représente pas un espoir pour ces pays? Plutôt que l'idée qu'on est un monde ancien qui est dépassé. Et moi, j'ai la conviction que ça prendra du temps. Mais que, je dis toujours, de toute façon, on ne peut pas empêcher un fleuve de se jeter à la mer. Les fleuves vont toujours à la mer.